Africa Télévision, la chaîne panafricaine. C'est un réel plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre Africa Télévision. Bienvenue à ces magazines grand format. Vous le savez, l'actualité sociopolitique du pays vous est apportée au travers de cette émission de haute facture. Vous le savez, comme tous les jeudis, je vous l'ai dit toujours à l'image du jeudi 100, nous sommes là pour parler politique de la nation. 1 milliard de dollars américains pour 5 ans, tel est le budget qu'a présenté Jean Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour arriver à réduire les besoins de Kinshasa. Pendant 5 ans, est-ce que ce budget sera-t-il suffisant alors qu'il a été présenté et défendu au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qu'il a adopté? Mesdames et messieurs, nous aurons à évoquer cette question tout au long de cette émission du magazine grand format. Après une résolution, le déférent devant les cours et tribunaux pour une affaire d'emprunt qui a placé la ville de Kinshasa d'environ 17 millions de dollars américains. Quelle est la suite après que l'ancien ministre des Finances de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été voulu être déféré devant les cours des tribunaux? Suspense jusqu'à présent, mesdames et messieurs. Cette résolution était prise par l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Ces sujets seront également évoqués. Et enfin, au niveau de la ville-province de Kinshasa, une nouvelle question fait couler encre et salive. Il s'agit de la dette d'environ 240 000 dollars américains que la ville de Kinshasa a comme dette de la société Van Viet. Est-ce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa est-elle au courant de ce qui se passe? On aura à en débattre également. Le ménage FCC Cash au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa saura-t-il tenir pendant 5 ans? Est-ce un ménage de fer et d'argile? Mesdames et messieurs, toutes ces questions seront posées à l'invité de ce soir qui n'est d'une autre que l'honorable Francis Chibalabala. Il est le premier vice-président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, mais il est aussi également un des membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, élu de la circonscription de la Tchangou. Bienvenue sur ce plateau, honorable Francis. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné de Thierry Bongo, avec qui on va co-animer cette émission. Bienvenue Thierry Bongo. Merci beaucoup Patrick Wadio, merci à tous nos téléspectateurs, merci aussi à l'invité pour sa disponibilité. Eliseo Amara de CCTV, bienvenue sur ce plateau. Merci Patrick, merci Thierry, merci à l'invité, merci de l'invitation. On est là pour parler de la République. Partout où la République nous appelle, eh bien nous serons là. Le numéro bas de l'écran, vous pouvez le voir, c'est pour participer à cette émission. Vous pouvez nous appeler pour interagir. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp, vous pouvez nous écrire via SMS. Vous pouvez au besoin aussi nous appeler cette émission et à retrouver sur les réseaux sociaux. Grand format magazine, Thierry Bongo, Élisée Ouamara, Patrick Guadio, Africa Télévision. Vous aurez à retrouver cette émission sur YouTube. Honorable Francis Tibala, vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous faites office de l'autorité budgétaire pour la ville-province de Kinshasa. C'est auprès de vous que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a défendu son programme de gouvernement chiffré à 1 milliard de dollars américains, 5 ans par an, et votre Assemblée nationale a jugé recevable ces projets de gouvernement. Le gouvernement est même investi. En tant qu'autorité budgétaire, pensez-vous effectivement que 1 milliard de dollars américains, c'est suffisant pour la ville-province de Kinshasa? Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, le programme du gouvernement Jean Tini Ngobila a été reçu par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, estimant naturellement que c'était un programme réaliste. Vous savez, la ville de Kinshasa a connu beaucoup de problèmes et l'exécutif provincial qui vient d'être le gouvernement provincial qui venait d'être investi n'a pratiquement rien trouvé dans le compte de la ville, et si ce n'est que de dettes, parce qu'il y a eu plusieurs dettes qui ont été contractées, etc. Et compte tenu de certaines
situation, compte tenu de certaines priorités, et les gouvernements provinciaux, naturellement par le biais du gouverneur de la ville de Kinshasa, nous a proposé son programme du gouvernement après lecture, après examen par le député provincial. Ils ont estimé que c'était un programme réaliste, un programme ambitieux, un programme qui tenait naturellement compte des désidérata de la population quinoise. Et voilà pourquoi nous avions tous voté ces programmes. Et nous l'avons jugé recevable et par extension, nous avons investi le gouvernement provincial qui est d'ailleurs à pied d'œuvre déjà. Je salue le dynamisme de ministres provinciaux qui sont ça et là, que ce soit le gouverneur de la ville, qui est vraiment en mouvement, donc ils n'ont pas le temps de passer dans leur bureau. D'ailleurs, telle a été la recommandation de députés provinciaux qui avaient voulu que ce soit un gouvernement d'action, un gouvernement qui est sur terrain en train de palper du doigt la réalité que nos populations sont en train naturellement de vivre. Donc voilà, au fait, la réponse à votre préoccupation. Francis Tibala, insalubrité, des questions criantes d'infrastructures routières, assainissement de la ville. Vous pensez vraiment qu'1 milliard de dollars américains, c'est suffisant en tant qu'autorité budgétaire pour arriver à résoudre tous les problèmes que rencontre la ville-province de Kinshasa? Vous avez estimé, vous qui avez représenté la population quinoise au niveau de cette assemblée provinciale, que c'est suffisant à comparer avec d'autres villes, d'autres grandes villes. Kinshasa, c'est une ville très grande aussi, c'est une ville métropolitaine. 1 milliard de dollars, sérieusement, est-ce que ça ne frise pas peut-être l'insulte envers les Quinois? Mais vous savez, messieurs les journalistes, qu'on ne peut pas amener de programme qui soit pas réalisable naturellement. Parce que le gouvernement provincial ou le gouverneur de la ville est vraiment réaliste par rapport à certaines priorités. Parce qu'il ne faut pas... nous savons tous que la situation quinoise est vraiment au fond du précipice et qu'on ne peut pas, en un tournement comme ça, changer radicalement les choses. Il est gouverneur, il n'a pas un pouvoir mécanique pour que les choses soient changées complètement. Mais c'est juste un programme qui tient compte d'une certaine réalité de notre ville. Mais aussi, il faut relever une chose, le gouverneur n'a rien trouvé dans la caisse, il n'a trouvé que des dettes. Donc ce sont des engagements pris par ses prédécesseurs qui doivent être naturellement honorés. Donc il n'y a pas que le programme qu'il va devoir réaliser, mais il y a aussi des dettes qu'il va devoir payer, etc. Donc c'est vraiment un programme, c'est vraiment un montant qui est vraiment raisonnable par rapport à certaines contraintes aussi, parce que nous avons aussi des difficultés même au niveau de la ville. Il y a un problème de mobilisation de recettes, il y a certaines taxes par exemple qui devaient bénéficier à la ville, qui sont versées dans plusieurs comptes, etc. Les temps de maîtriser la situation, je crois que... C'est votre travail, vous êtes vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est de votre travail. En effet, voilà pourquoi nous avions interpellé tous ceux-là qui tiennent des comptes parallèles aux comptes de la ville pour nous fournir des explications par rapport à cela. Il y a eu des explications qui n'avaient pas convaincu, voilà pourquoi certains parmi eux ont été non seulement révoqués, mais aussi traduits en justice pour qu'ils répondent naturellement de leurs actes. Donc, moi je pense qu'il faut... on ne peut pas décoller comme ça, comme si nous n'avons pas connu des problèmes. Donc, des problèmes sont là. Et il faut commencer quelque part et je crois qu'il faut encourager cela. Mais dans les années qui viennent, il y aura quand même une certaine amélioration, d'abord des conditions de quinoa, mais aussi en termes de budget, parce que même les budgets qu'on a trouvés, c'est les budgets qui ont été votés par l'Assemblée de la législature passée, donc qui a naturellement tenir compte de certaines contraintes aussi, des recettes et tout. Il y aura sans doute en 2020 notre budget qui sera par nous adopté,
Et je crois que ces budgets-là sera vraiment conséquent par rapport à notre capacité aussi à mobiliser le recette. Thierry Bongo. Merci beaucoup. Je suis un petit peu confus parce que j'ai l'impression que monsieur le vice-président de l'Assemblée provinciale nous dit qu'ils sont en train de subir le passif de la législature passée, une législature qui a fait 10 ans. Mais qu'à cela ne tienne, les Quinois qui vous suivent en ce moment ont une très mauvaise image du député provincial. La première expérience, ce sont des personnes qui sont venues, qui ont arraché les voix, qui ont fait 10 ans, plus de 10 ans, et qui n'ont pratiquement rien produit pour la ville-province. Vous, en tant qu'élu d'abord, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'approche, dans cette fonction de député provincial, vous qui êtes pratiquement la deuxième législature pour la ville-province de Kinshasa? Bon, moi je crois que le ressentiment de Quinois par rapport à un député provincial, je crois que c'est quand même fondé, hein. C'est leur droit le plus subjectif, estimant naturellement qu'ils ont été abandonnés à leur triste sort. Les députés ont plus travaillé pour leur ventre plutôt que de travailler pour les Quinois. Mais nous sommes venus pour faire autrement la politique, pour travailler autrement. C'est-à-dire que nous devons remplir pleinement notre rôle en tant que députés. Les députés, son rôle est de voter des édits et aussi de contrôler les gouvernements ou l'exécutif provincial, ainsi que certaines régies, certains services publics de la ville qui relèvent de la ville de Kinshasa. Et nous allons jouer réellement notre rôle, prendre toute la place qui nous revient en tant que députés provinciaux, parce que je parle des députés provinciaux, et c'est comme ça que nous défendrons les intérêts des Quinois. Parce que il y a eu une certaine complicité, hein, là il faut le relever quand même, et qui a desservi les Quinois, et nous ne voulons pas tomber dans ces travers. Voilà pourquoi nous sommes un peu différents. Déjà, par rapport à la session qui venait d'achever, nous avons reçu beaucoup de félicitations de la part des Quinois par rapport à la qualité du travail, par rapport à notre dynamique. Et je crois que nous allons continuer sur cette lancée-là pour que nous puissions quand même remonter dans l'estime des Quinois. Et là, il faut le reconnaître que c'est vraiment à juste titre que les députés provinciaux est très mal vu. Et pourquoi? Parce que celui-ci n'a pas vraiment défendu l'intérêt des Quinois. Il n'a pas répondu aux attentes des Quinois. En effet, il n'a pas joué pleinement son rôle. Parce que c'est là que les problèmes se posent. Parce qu'il faudrait que les députés, peut-être qu'ils ne savaient pas le rôle qu'ils devraient jouer naturellement en tant que députés provinciaux. Et ils se sont livrés à autre chose plutôt que d'exercer leur fonction comme il se doit. Et nous, vraiment, nous sommes là pour recadrer un peu les choses. Hein, pour les Quinois, donner un peu les députés provinciaux sont achetés par les gouverneurs, alors ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Est-ce que ça va changer cette fois-ci? Est-ce que le gouverneur Jean-Tine Gobila n'est pas avant tout votre allié? C'est vrai politiquement, mais il doit être aussi la personne la première à surveiller. Acheter, moi je n'ai pas de preuves en tant que juriste. Je dis que ce sont les Quinois qui pensent ainsi. Des choses pour lesquelles je n'ai pas de faisceau d'indices. Et moi personnellement, je crois que nous avons, nous députés provinciaux de cette législature, nous avons toute la place qui nous revient en tant que députés. Nous allons assumer notre rôle en tant que tel, et nous n'allons pas nous laisser acheter parce que les Quinois nous attendent au tournant. Nous avons des promesses que nous avions faites aux Quinois et ils nous attendent naturellement au tournant par rapport à cela. Donc nous ne pouvons pas compromettre notre élection en 2023 parce que moi par exemple je suis le maire élu de ma circonscription électorale et je compte demeurer en pole position et à jamais. Donc je dois naturellement servir le Quinois, servir mes électeurs, donc ma circonscription électorale, pour que je sois réélu. Donc, et les députés qui sont à l'Assemblée, cette législature, sont pratiquement dans cette même logique-là de travailler pour l'intérêt des Quinois pour qu'ils soient réélus en 2023. Bon, acheter, je ne pense pas que le gouverneur actuel est aussi dans cette logique-là.
C'est-à-dire, il nous a présenté un programme du gouvernement et il a aussi de très bonnes intentions par rapport à la vie de Kinshasa. Nous sommes en train de l'accompagner, de l'observer en même temps. Et si jamais il n'arrive pas à réaliser son programme du gouvernement, ou si nous estimons qu'il est en marge de son programme, et nous sommes l'organe de contrôle, nous allons naturellement l'interpeller pour qu'il vienne s'expliquer par rapport à cela. Donc il n'y aura pas une certaine complicité. Hein. Là, il faut pas mettre ça, il faut pas nous imputer ça, parce que nous sommes vraiment très déterminés par rapport à ça. D'accord. 1 milliard, oui, dernière question. 1 milliard de dollars pour 5 ans, ça fait pas grand-chose, ça fait peu pour Kinshasa en entier. Kinshasa, une ville qui est estimée à plus de 10 millions d'habitants. Votre circonscription, la Tchangou, je parle de la Tchangou, votre commune, vous avez été élu, qui est dans la circonscription, dans le district de la Tchangou, fait partie des communes les plus peuplées. Les problèmes d'insécurité, les problèmes de salubrité, les problèmes d'infrastructure. Est-ce que 1 milliard, c'est pas un peu trop peu? Je vais revenir sur ce que a dit Patrick Wadio. Est-ce qu'on ne peut pas espérer qu'à la longue, avec les années qui viennent, on puisse avoir un programme qui va être réaménagé vers la hausse? Bon, je crois que d'entrée des jeux, j'avais bien souligné en disant que le gouverneur se veut réaliste, il fait avec ce qu'il peut mobiliser comme moyen, mais aussi le budget qui est en exécution, qui est exécuté, c'est un budget qui a été voté par l'Assemblée la législature passée, et nous, en tant que nouvelle législature, nous n'avons droit qu'à voter les budgets 2020. Voilà pourquoi nous disons, tenant compte de certaines réalités de la vie de Kinshasa, nous allons relever ces budgets-là. Et il est vraiment inférieur et ça ne permet pas de rencontrer tous les secteurs. Mais aussi Kinshasa, tient compte de la rétrocession, Kinshasa, ce n'est pas seulement dans... il n'y a pas que le gouverneur qui est censé résoudre le problème des Kinois, parce qu'il y a certains secteurs qui relèvent aussi du gouvernement central. Donc déjà 1 milliard, le montant là, c'est vraiment considérable. D'ailleurs, s'il faut seulement en référer à notre budget de toute la République, je crois que c'est quand même considérable. Vous faites référence à 9 milliards de dollars américains. Vous vous dites que s'il y a 1 milliard pour la ville de Kinshasa... Non, mais 1 milliard, c'est pour 5 ans. Vous arrêtez là. C'est pour 5 ans. En fait, ce que je relève avant de passer la parole rapidement à Amara, c'est que je sens comme s'il y a une complicité entre vous, organes, qui devait contrôler l'exécutif national. Est-ce que finalement, on ne va pas revivre des déjà-vus à Kinshasa, où il y a une assemblée qui ne fait qu'accompagner l'exécutif, que le gouverneur ne respecte pas ce qu'il a promis, que rien ne change? Au nom de la politique, au nom de votre famille politique, vous accompagnerez Jean Ngobila, comme André Kimbuta a été accompagné pendant 10 ans. Bon, je crois qu'il ne faut pas confondre les époques. Et nous avons peut-être la chance, nous autres, d'être élus députés au moment où il y a changement de régime. Et le président de la République qui s'est inscrit dans une logique de combattre toutes les antivaleurs, d'instaurer justement l'état de droit et la bonne gouvernance. Je crois que tous les gouverneurs doivent aussi s'inscrire dans cette logique-là. Et je ne vois pas le gouverneur de Kinshasa s'est comporté en rebelle. Donc je ne le vois pas dans ces schémas-là. Mais accompagner le gouverneur, je crois que c'est quand même prématuré. Et je ne pense pas qu'on va l'accompagner s'il est dans le bon. S'il est en train d'exécuter son programme, s'il est au chevet des Kinois, en train d'apporter des solutions chaque fois qu'il y a des problèmes, et il est présent partout où on a besoin de lui. Et là, on va l'accompagner parce qu'on n'a pas intérêt qu'il y ait conflit entre les deux institutions de la ville de Kinshasa. Donc, mais si il s'écarte de directives ou des recommandations de l'Assemblée, ou si il fait des choses qui ne soient pas orthodoxes, je crois qu'il nous aura sur son chemin, parce que nous sommes des représentants des Kinois. Ces derniers nous ont mandatés justement pour faire notre job et nous devons le faire correctement
gage de notre élection en 2023. Élisée Ouamara. Merci, Patrick Wadio. Honorable, je tiens d'abord à vous féliciter pour votre élection. Merci beaucoup. Que ce soit en tant que député provincial et aussi en tant que premier vice-président de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup. Amélioration des conditions des Quinois. C'est le leitmotiv, que ce soit de l'Assemblée provinciale, dans le discours prononcé par votre président. C'est le souci du gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais, disons-nous la vérité, c'est comme si un peu le bureau de l'Assemblée provinciale veut donner une autre couleur, veut afficher une autre couleur. On l'a vu. Mais vous ne pensez pas qu'à cette allure, cette manière, dès le début, où ça saute aux yeux que vous voulez vous créer beaucoup d'ennemis aux alentours, vous n'avez pas peur que ça puisse tourner au vinaigre dans les tout prochains jours? Bon, je n'ai pas bien cerné votre question. Tournons vinaigre, c'est-à-dire faire volte-face ou bien nous attirer des ennuis de... Voilà, vous l'avez dit, vous attirez des ennuis. Bon, parce que là, en fait, lorsque ça saute aux yeux, on a vu, vous avez attaqué l'ancien ministre des Finances, vous avez fait appel au directeur général de la DGRK, et bien c'est comme si vous vous en prenez à l'équipe sortante. Ça sort comme s'il s'agissait d'un règlement de compte. Et là, on ne va pas se voiler la face, les personnes que vous attaquez, même si c'est pour l'intérêt de la République, c'est pour l'intérêt des Quinois, vous êtes en alliance. Vous ne vous attirez pas des ennemis. Bon, vous savez, nous, ce qui nous importe, c'est la vie de Kinshasa. Moi qui vous parle, je suis Quinois de naissance et de vécu. Et je n'ai pas connu ma province d'origine. Je n'ai jamais été là-bas. Et cette ville m'a tout donné. Nous a tout donné, naturellement, nous qui sommes élus de Kinshasa. Donc, nous nous devons d'être quand même reconnaissants par rapport à ce que la ville a fait pour nous. Et lorsqu'on parle des affaires de l'État, je crois qu'il faut en parler ou en discuter sans état d'âme. Les amitiés, le lien de famille, ça ne compte pas lorsqu'on parle de la République, lorsqu'on parle de la vie de Kinshasa. Il n'y a pas d'acharnement. Nous sommes en train de faire notre travail parce que si nous étions en dehors des textes qui nous régissent, en dehors de la Constitution, on nous aurait rappelé à l'ordre. Donc nous sommes en train d'exercer notre mission en tant que députés provinciaux. Mais s'il s'avère que la gestion de ceux qu'on a trouvés, de ceux qui ont travaillé avec les gouverneurs Kimbuta, s'il s'avère que leur gestion était opaque, leur gestion n'a pas été orthodoxe et qu'il faut diligenter des enquêtes, il faut procéder aux questions orales avec débat, aux questions écrites, aux interpellations, etc., même aux motions de défiance, je crois que nous n'allons pas nous empêcher de le faire. Donc, ils ont géré la vie de Kinshasa, ils doivent être comptables envers cette vie de Kinshasa, envers le Quinois. Donc, on ne peut pas ici dire qu'il s'agissait d'un acharnement. Ils gèrent leurs affaires privées, ils ne nous verront jamais venir auditer, venir contrôler. Étant donné qu'ils gèrent Kinshasa, donc ils nous auront, nous, députés provinciaux, qui avons cette mission-là de contrôle, ils nous auront sur leur dos si jamais ils géraient très mal la vie de Kinshasa. Donc, nous attirer des ennuis, je crois qu'il faut... Ça, c'est révolu parce que ce sont des choses qui ont existé bien avant. Et maintenant, nous sommes dans un état de droit et il n'y a personne qui puisse nous intimider par rapport à notre travail. Et si les Quinois ont fondé leur espoir sur nous, c'est aussi pour que nous puissions... c'est aussi parce qu'ils estiment que nous sommes réellement leurs représentants. Et comme on dit toujours qu'il y a des risques dans tout ce que l'on fait, et si les prix à payer, ce serait de l'emprisonnement, ce serait la mort, je crois que nous sommes politiques, on doit accepter aussi ces genres de choses, mais seulement nous voulons rassurer les Quinois que les hommes forts n'existent plus, tous nous sommes soumis à la loi et nous devons nous conformer aux règles de loi, donc on n'a rien à craindre par rapport à ça, il n'y a pas de règlement des comptes, et nous sommes en train seulement de faire notre job, point barre.
Depuis un bon moment, je loue les ambitions de votre bureau. Je loue les ambitions de toute l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais il y a un souci. C'est vrai que vous venez de démarrer, vous voulez apporter une autre image, redorer un peu l'image de l'Assemblée, de l'ancienne législature. Ça, en tout cas, nous louons. Mais n'est-ce pas là un effet juste du début? On sait un peu comment est-ce que ça se passe. Vous voulez faire bonne impression, que la population puisse applaudir, que non, au moins, voici les personnes que nous avons votées, ils nous défendent, et bien après, on sait comment ça va se passer. Vous allez oublier tous les intérêts de la population, vous allez vous préoccuper de vos intérêts, et on sait aussi comment ça se passe partout, en tout cas dans quelques provinces où je suis passé, il y a toujours eu des invisibles qui émanent de la part du gouvernement. Et là, dès que ces invisibles sont acquis pour les députés, eh ben, c'est bouche bée, les députés ne savent plus rien faire. Vous ne pensez pas que vous allez mordre à cet hameçon? Vous savez, lorsque vous héritez d'une gestion et que la gestion est d'une gestion calamiteuse, si vraiment vous avez la volonté de changer les choses, vous allez vous inscrire dans cette logique. Et nous nous sommes inscrits dans la logique de faire autrement les choses. Oui, comme ça dans le début. Voilà. Nous allons continuer sur cette lancée jusqu'à la fin de notre législature. Ça, je vous donne ma parole d'honneur. Moi, je suis député provincial et je disais toujours à mes électeurs, les jours où je serai élu député, je serai député à vie. Pourquoi député à vie? Parce que je vais seulement remplir pleinement mon rôle de député. Donc, s'il y aura tout ce que vous évoquez là, ça sera naturellement sans moi, parce que je ne participerai pas à cela, et ça sera aussi sans les élus IDPS. Parce que nous avons critiqué les régimes qui se sont succédés, et nous devons nous prêcher par l'exemple. Ce sont des élus IDPS qui ont mordu à l'hameçon lors des élections des gouverneurs, des sénateurs aussi. Rien ne peut changer. Non, ici nous sommes en train de parler, ce n'est pas la même chose. Ici nous parlons de la gestion de la vie. Oui, puisque vous dites sans les élus IDPS. Je suis de référence. En effet, parce que nous sommes dans une logique de travailler pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt des Kinois, pour l'intérêt des Congolais. Étant donné que c'est ça notre leitmotiv, et je pense que nous n'allons pas participer à cette messe noire contre les Kinois, mais seulement je suis très convaincu que les députés provinciaux en général s'inscrivent dans cette logique, dans cette dynamique, et cette dynamique va continuer jusqu'à la fin de notre législature. Gage, d'ailleurs c'est ce qui revient dans tous mes propos, gage de notre réélection en 2023. Il n'y aura jamais de complicité entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur ou l'exécutif provincial, que ce soit les bureaux ou les députés, pris individuellement, il n'y aura pas de complicité. Nous sommes en train de travailler pour les Kinois, nous le ferons jusqu'à la fin de notre mandat. Francis Tibalabala, j'aimerais, en même temps que les milliers de Kinois qui nous suivent en ce moment, puisque vous représentez là l'institution qui représente tous les Kinois, où en sommes-nous avec les dossiers du ministre des Finances du gouvernement sortant, Kimbuta? Vous avez pris une résolution de les déférer en justice, il a été par la suite suspendu, et après, silence des morts. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu éclairage. Comment ces dossiers? Expliquez-nous un peu. Bon, je crois que vous avez retracé pratiquement toute la péripétie qu'il y a eu depuis. Je crois qu'on a commencé avec la question orale avec débat. Oui. Et il n'avait pas convaincu. Et l'auteur de la question l'a converti à une interpellation. Il n'avait pas convaincu. Il y a eu. L'Assemblée plénière avait décidé qu'on les suspende et puis qu'ils soient mis en accusation, donc qu'il soit déféré en justice. À ce stade, son dossier se trouve entre les mains de magistrats et entre les mains de la justice. Donc nous sommes le pouvoir, nous sommes l'Assemblée, on n'a pas à interférer en vertu du principe sacro-saint. Vous avez quand même des informations, révélez aux Kinois qui vous suivent. C'est à quel niveau? Instruction peu juridictionnelle? C'est encore au niveau, l'affaire est encore au niveau du parquet. Le parquet est en train d'instruire. Nous avons mis à la disposition du parquet les éléments que nous possédions
Mais le parquet ne peut pas aussi faire des choses dans la précipitation. Le magistrat qui a ce dossier, qui est en train d'instruire ce dossier, il est aussi en train de recueillir certains autres éléments de preuve. Oui. Et je crois qu'une fois son intime conviction sera au rendez-vous, il pourra décider. Votre bureau n'a pas traité Roger Ntingui aussi ainsi. Hein. L'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa lui a été amené, mano militari, déposé rapidement transféré à la prison centrale. Vous n'avez pas usé de la même méthodologie. Non, des poids, des mesures. Il ne faut pas confondre les choses. Apportez l'éclaircissement alors. Merci. Il ne faut pas confondre les choses parce que M. Ntingui n'est plus député, il n'est pas gestionnaire, il ne pouvait pas être interpellé par nous. Chez lui, le ministre des Finances, il l'était au moment où nous étions déjà, au moment où notre pouvoir était déjà validé comme député provinciaux. Et il a répondu conformément au texte qui nous régissent. Mais M. Ntingui n'était plus député, mais il est parti avec le bien de l'Assemblée provinciale. On ne pouvait pas l'interpeller pour qu'il vienne s'expliquer. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était de nous plaindre auprès de la justice et que la justice allait faire son travail en toute indépendance. Nous nous sommes plaints, on a déposé une plainte. D'ailleurs, avant les dépôts de la plainte, on l'a vu plus d'une fois pour que les véhicules et d'autres matériels roulants de l'Assemblée provinciale soient rendus. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Et étant donné qu'il y avait un ultimatum qui a été lancé et à l'échéance de celui-ci, nous n'avons pas d'autre choix que de saisir la justice. Vous êtes plaint, il a été arrêté. De la même façon, une mise en accusation est une plainte. Francis Tubalabala. Il s'agit de deux plaintes, mais le traitement n'est pas le même. Non, c'est-à-dire, je ne vous ai pas dit que le dossier est classé. Pour le ministre Matondo, le dossier est en instruction au niveau du parquet. Les Kinois se posent des questions sur l'expédition rapide. En effet, parce que s'agissant de Ntingui, nous avions toutes les preuves, tous les éléments possibles pour emporter la conviction soit de la police, soit du parquet, pour procéder justement à son arrestation. Il y avait toutes les preuves. On a mis ces preuves à la disposition de la justice. Nous avions déposé notre plainte et lui-même était passé aux aveux. Et naturellement, là, voilà pourquoi les dossiers allaient un peu plus rapidement. Mais s'agissant du ministre Matondo, nous ne pouvons pas interférer à la justice. Même Monsieur Ntingui est à la prison, pas parce que nous avons voulu qu'il soit à la prison. Voilà pourquoi nous disons les deux pouvoirs sont séparés. Nous ne pouvons pas nous intimer l'ordre à la justice. Nous sommes juste plaints, les véhicules ont été rendus, mais étant donné que les magistrats estiment que les faits étaient établis, même si vous réparez, mais pénalement, vous êtes responsable. Et voilà pourquoi l'affaire Ntingui continue. Donc ça ne dépend plus de nous. On n'a aucun pouvoir pour demander aux magistrats de les libérer. Parce que le magistrat a le loisir d'apprécier s'il faut accorder la liberté provisoire ou pas. Et le dossier Guy, il faut maintenant attendre que la justice, que le parquet finisse ses auditions. La justice est en train de mener des investigations pour confronter les faisceaux de preuves mis à la disposition de la justice. Si réellement les accusations sont fondées et elles sont soutenues, automatiquement le parquet va procéder naturellement, après avoir apprécié s'il faut l'arrêter ou bien le laisser en liberté. Vous êtes justement de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, et vous êtes aujourd'hui en alliance avec le FCC, FCC cette alliance. Je pense que c'est la dernière partie de cette émission. Le bal va s'offrir avec Thierry pour ces séries de questions par rapport à ces mélanges-là entre, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment un mélange d'eau, de l'huile, une bonne sauce, ça on ne sait pas. Et vous aurez à nous expliquer puisque vous êtes un des responsables du UDPS à cette assemblée provinciale. Thierry Bongo. Tu peux anticiper certaines de mes questions. Mais cela dit, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'alliance FCC Cash au niveau provincial fonctionne bien mieux qu'au niveau national? Parce qu'on a vu le tigre gagnant à l'Assemblée nationale. Bon, l'alliance fonctionne bien à tous les niveaux. Que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national. Mais j'aimerais mettre un bémol. L'alliance ne veut pas dire que nous allons nous cautionner tout ce qui va dans les sens
compromettre les intérêts des Congolais ou les intérêts des Quinois. Donc nous sommes bien entendu en alliance, mais l'alliance a pour soubassement les valeurs. Donc à tous les niveaux, notre alliance fonctionne comme sur deux roulettes. Mais vous dites qu'il y a soubassement les valeurs, mais l'alliance est en train d'être butée à un grand problème, c'est la composition du gouvernement national. Que vous attendez, vous aussi, Assemblée provinciale, pour fixer les limites entre le pouvoir provincial et central? Parce que la ville-province de Kinshasa a souvent souffert de ces compénétrations de compétences entre le gouvernement central et provincial. Le gouvernement central n'est toujours pas prêt. Pourquoi? Parce que l'Alliance n'arrive pas à trouver des compromis là-dessus. Bon, nous sommes en politique naturellement, quoi qu'on est en alliance, mais en politique, ce sont des intérêts qui sont vraiment mis en exergue. Et à partir du moment où un camp estime qu'on lui a amputé certains de ses avantages, il y aura toujours naturellement glissement dans les pourparlers qui vont déboucher à la composition du gouvernement central. Donc ça, c'est vraiment tout naturel parce que nous sommes dans une situation où les intérêts doivent être démis. Donc je pense que dans les jours qui viennent, il y aura un gouvernement qui va sortir. Et apaisons-nous tout simplement. C'est vraiment normal que... Vous êtes dans une alliance où il y a pratiquement deux têtes. Qui est véritablement l'autorité morale de cette alliance? Est-ce Félix Tshisekedi ou Joseph Kabila? Parce qu'on a tendance à croire que c'est piloté à deux. Bon, le président de la République, il est au-dessus de la mêlée. Mais dans cette alliance, nous avons le FCC et le FCC et le CACH. Et dans chacun de regroupements ou de plateformes, il y a de ce qu'on appelle communément les autorités morales. Donc il est certes vrai que le FCC ne peut avoir ou ne peut obéir qu'à son autorité morale qui est le sénateur Joseph Kabila. Aussi logique que le FCC-CACH obéisse à l'autorité morale qui est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais la République est dirigée par une seule personne. Là, ce sont de faits privés. S'agissant de faits privés, il y a les autorités morales qui sont là, qui sont en train de donner des orientations. Des voix s'élèvent. Mais pour la République, il y a un seul président, c'est lui qui dirige. C'est l'autorité morale de la République. Mais du côté FCC, des voix s'élèvent de plus en plus pour que on puisse briser la coalition et qu'on aille directement à une cohabitation, parce que c'est difficile à s'entendre. L'eau et l'huile difficile à se mêler. Non, moi je mets ça dans les crédits d'une alliance qui, dans les scénarios les plus fous, ne pouvait pas être faite. Pourquoi? Parce que nous avons un cas qui venait de gérer et un autre qui vient de l'opposition, qui est maintenant au pouvoir. Déjà au départ, on s'est regardé en chien de défaillance par rapport à nos convictions, par rapport à la gestion de la République. Donc c'est normal qu'il y ait de quoi que pendant notre parcours, mais ce sont des erreurs de parcours qui seront bonifiées au fur et à mesure que nous allons avancer. Et je crois que dans les jours qui viennent, tout va redevenir normalement. Ce sera vraiment une alliance en parfaite harmonie. J'ai aimé les questions de Thierry qui a quand même permis à ce que vous puissiez éclaircir. Mais à vous entendre, j'ai noté une chose. C'est comme si vous êtes dans une alliance, une coalition, une cohabitation, comme qui dirait « je t'aime moi non plus ». Vous êtes ensemble, mais vous vous regardez en chien de faïence. Vous pensez que la République peut être gérée de la sorte? Non, moi, les affaires de la République, il ne faut pas les confondre aux affaires privées. C'est là que je suis en train de dire, la FCC, que ce soit le FCC, que ce soit les CACH, ce sont des affaires privées qui n'ont rien à voir avec la République. Je veux bien des affaires privées, mais qui influent sur la République. S'agissant de la République, nous devons tous regarder dans la même direction. Nous avons un président de la République qui a une vision pour la République. Et que ce soit nos divergences, nos dissensions, nous devons tous rentrer dans les rangs et l'accompagner dans la vision. S'agissant de la République, il n'y a pas de problème. S'agissant de la République, il n'y a pas de problème. Lorsque le président de la République, qui se trouve être l'autorité morale de la République, FCC-CACH, avoue clairement devant une presse étrangère que l'ordonnance
présidentielle nommant des mandataires de la GECAMINE et de la SNCC, bloqué par un ministre qui du reste est démissionnaire, ministre partant, qui est du FCC. C'est là déjà un blocage pour la République. Rien n'avance. Non. Le problème, c'est que le ministre ou la ministre n'a pas dit expressément qu'elle s'opposait à l'exécution des ordonnances. Mais seulement l'argument plausible, c'est qu'elle soutient qu'elle est malade. Elle ne sait pas se rendre à son bureau, naturellement, pour exécuter. Puisque moi, je ne suis pas... Vous pensez que ça tient la route? Non, mais c'est l'argument qui a été développé. Une ordonnance du chef de l'État est mise en exécution. De suite, avec la formule, toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Je parle à un initié en droit. Comment voulez-vous expliquer qu'une ordonnance qui abroge n'est pas mise en application parce qu'une ministre est malade? Il n'y a pas de vice-ministre pour exécuter? Dans l'ordonnance, il y a une incise qui dit « La ministre du portefeuille est chargée de l'exécution » parce qu'il s'agit des mandataires. Et si elle meurt, la République est bloquée. Maintenant que moi, je ne suis pas dans la... Je ne veux pas colporter, c'est que la rue est en train de... Le chef de l'État l'a reconnu, Francis Tubala. Il ne s'agit pas de colportage, mais en tant que journaliste, j'affirme aussi que devant la presse, le chef de l'État a reconnu que l'ordonnance, l'exécution était bloquée. En effet, parce que la personne qui doit exécuter cela se trouve être malade. Voilà la raison. C'est la raison qui a été avancée. Après plusieurs mois, cette ordonnance n'est pas mise en exécution. Moi, je suis avocat. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il est malade, je le crois sur parole. Mais s'il est établi réellement qu'il est malade, je crois que face à cette réalité, on ne peut que s'incliner. Je pensais que vous exigerez une fiche médicale. Je ne pense pas que le ministre ou la ministre a le pouvoir de bloquer l'ordonnance du président de la République. Et par respect qu'il a pour ces derniers, il ne peut pas le faire. Donc ce sont des gens qui sont en train de vouloir s'aimer la zizanie entre le FCC et les CAS. Mais en réalité, nous sommes en odeur de sainteté, il n'y a rien pratiquement, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'UDPS n'est pas minorisé dans cette alliance, et surtout au niveau de l'Assemblée provinciale, même si vous en êtes le premier vice-président? Au niveau de toutes les assemblées, le FCC a une majorité, c'est-à-dire sur le plan numérique, ils sont plus que l'UDPS. C'est vrai parce que... Et comment allez-vous faire pour faire entendre votre voix au sein de cette coalition? Non, vous êtes minoritaire dans les assemblées provinciales. Vous savez, vous serez, permettez-moi de définir la question, vous serez minoritaire au niveau du gouvernement, vous êtes minoritaire à l'Assemblée nationale. Ce qui circule pour le Sénat, il paraît que vous n'aurez qu'un seul poste au bureau. Comment va faire l'UDPS pour faire entendre sa voix? Merci beaucoup. Moi, personnellement, cette question, je l'ai toujours répondu aisément, dans la mesure où toutes les interpellations qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée provinciale, les auteurs de celles-ci étaient des députés du FCC. Donc moi je suis très à l'aise parce que tout le monde a intégré la vision du président de la République. Il s'est inscrit dans une logique de combattre la corruption et voilà, tout le monde en a fait justement son cheval de bataille. Il s'est inscrit dans une logique de combattre les antivaleurs et voilà, tout le monde est en train d'emboîter le pas. Donc, du moment où ce qui nous unit, ce sont des valeurs, ce sont la gestion pour l'intérêt des Quinois, pour l'intérêt des Congolais, même si nous sommes minoritaires, notre position sera toujours rapprochée par ceux qui sont du FCC, même ceux de la Mouka, parce que les intérêts ne sont pas divergents. Tous, nous sommes là pour travailler pour la République, pour travailler pour les Quinois. C'est vraiment logique que lorsqu'il y a une interpellation qui va dans les sens de défendre les intérêts des Quinois, je crois par rapport à cela, il n'y aura pas de position, il n'y aura pas de majorité. D'ailleurs, j'aimerais vous faire sourire un tout petit peu, mais lorsqu'on parle finance au niveau des assemblées, étant donné que c'est le point chaud, lorsqu'on parle finance, on décrète le huis clos, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Et je pense que ça sera le cas pour des intérêts importants de la nation, ou intérêts importants des Quinois aussi. Nous allons tous converger dans la même direction lorsqu'il s'agit de défendre ceci.
En tout cas, nous sommes vraiment presque arrivés à la fin de cette émission. Vous allez répondre à des questions pour terminer cette émission rapidement. Francis Tubalabala, la première question. Vous êtes juriste des formations, vous en connaissez et avocat de surcroît, vous en connaissez un peu plus sur les régimes matrimonial. FCC cash, cas de figure, sommes-nous dans un mariage où l'époux n'obéit qu'à son père et l'épouse n'obéit qu'à son père? Et comment vous appellerez ces mariages? C'est quel régime matrimonial? Puisqu'il n'y a pas un leader entre FCC et cash. Je reviens là sur la question de Thierry Bon à laquelle vous n'avez vraiment pas répondu. Si c'était un mariage, ce serait un mariage où l'époux n'obéit qu'à son père et l'épouse n'obéit qu'à son père, ou c'est un mariage où l'époux est le chef du ménage? Et deuxièmement, rapidement, est-ce que les FCC et les cash étaient obligés d'aller en coalition? Est-ce que c'est une obligation, cette coalition? Merci beaucoup pour votre question. Moi, personnellement, depuis que le président a pris ses fonctions, je n'ai pas vu un gestionnaire, un ministre, un gouverneur manquer du respect au président de la République. On le voit lorsqu'il va en province, il est accueilli par le gouverneur, il a droit aux honneurs dus à son rang, le respect, etc. D'ailleurs, s'agissant de gouverneurs, ils sont en majoritaire FCC, mais il y a un code de bonne conduite auquel tous doivent être regardants, naturellement. Et puis le président de la République a même imparti un délai au cours duquel, ou à l'échéance duquel, il y aura un audit de la gestion de tous les gouverneurs. Donc on parle République, on ne parle pas des associations privées, de faits privés FCC. Là, il y a une autorité morale qui fait sa loi là-bas et personne ne peut contester, contredire. Mais lorsqu'on parle de la République, il y a un président de la République qui est là, qui montre la voie à suivre. Si vous ne voulez pas obtempérer, eh bien, vous-même, vous savez quelle en sera l'obligation, cette votre coalition? sort. C'est la dernière question et on termine l'émission. Cette coalition était-il d'obligation? Bon, vous savez, le régime dans lequel nous nous trouvons, par rapport à la cartographie politique présentée par, la cartographie politique actuelle, nous étions dans l'obligation, n'importe quel président de la République serait dans l'obligation de travailler avec le FCC. Ils sont majoritaires dans toutes les assemblées, et même s'agissant du gouvernement, la Constitution est très limpide là-dessus. Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, donc c'est vraiment une obligation de travailler ensemble, mais cela ne veut pas dire qu'il y aura une certaine complaisance par rapport à la gestion. Cela ne veut pas dire que les pratiques anciennes vont se pérenniser aussi pendant le mandat du président, parce qu'il en sera le seul comptable vis-à-vis de la population. Donc, si vous ne voulez pas rentrer dans le droit chemin, c'est votre problème, vous vous attirerez le foudre du président et les sorts, vous-même, vous allez emporter la responsabilité. Un mot au milieu des Quinois qui nous suivent, on termine l'émission. Un dernier mot, Quinois. J'ai dit aux Quinois d'être vraiment patients. Nous savons que le problème de Kinshasa, où le fossé est tellement énorme, on ne peut pas les colmater au bout de quelques jours, de quelques mois. Nous sommes en train vraiment de mouiller le maillot pour ça. Nous allons travailler pour l'intérêt des Quinois et pour que les Quinois soient quand même contents qu'ils ont envoyé des gens, des élus qui sont à même de défendre leurs intérêts. Nous allons vraiment travailler pour eux. Il n'y aura pas de complicité entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Vraiment qui nous soutiennent dans cette lutte et ils accompagnent également les présidents de la République dans sa vision. Il ne faudrait pas ici qu'on puisse empêcher les présidents d'exercer justement son mandat parce que c'est la population quinoise et la population congolaise qui en fera le frais parce que si nous ne voulons pas qu'il réussisse, c'est nous qui allons en pâtir. Nous devons l'accompagner dans sa vision pour que les bilans soient largement positifs. Lequel bilan profiterait naturellement à toute la population. C'est par ces mots que nous mettons fin à ces magazines grand format qui rit le bonheur et le plaisir de recevoir pour vous l'honorable Francis Tubalabala, élu de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour la circonscription de la Tchangou. Il est le premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Un grand merci à mes compères de tous les temps. Un grand merci à Thierry Bongo. Merci beaucoup Patrick Wadio. Merci à Olivier Ouamara qui nous a accompagnés. Vous pouvez participer à cette émission. Réagissez les numéros au bas de l'écran. Appelez-nous, écrivez-nous, WhatsApp, SMS. Cette émission est également retrouvée sur YouTube. Merci. À la prochaine pour un nouveau numéro du magazine Grand Format. Merci.